C'était il y a très longtemps. En ce temps-là, il y avait le ciel. À droite du ciel, il y avait la planète Gibi. Elle était complètement plate et elle penchait soit d'un côté, soit de l'autre. À gauche du ciel, il y avait la planète Shadok. Elle n'avait pas de forme spéciale, ou plutôt elle changeait de forme. Au milieu du ciel, il y avait la Terre qui était ronde et qui bougeait. Sur la Terre, il n'y avait apparemment rien. Sur la planète Gibi, il y avait des animaux qui s'appelaient les gibis. Voici un gibi vu de près. En voici un autre. Et quand il y avait trop de gibis d'un côté, la planète penchait, les gibis glissaient, il y en avait qui tombaient. C'était très gênant, surtout pour les gibis. Sur la planète Shadok, il y avait des Shadoks de deux sortes. Des Shadoks avec des pieds en bas qui vivaient au-dessus de la planète et des Shadoks avec des pieds en haut qui vivaient de l'autre côté et qui servaient à soutenir la planète par en dessous. Comme la planète Shadok changeait de forme, il y avait des Shadoks qui tombaient. C'était très gênant, surtout pour les Shadoks. Les Shadoks et les gibis en eurent donc assez au bout d'un certain temps de vivre sur des planètes qui ne marchaient pas bien. Alors ils décidèrent les uns et les autres d'aller sur la Terre qui avait l'air de mieux marcher. Les Shadoks et les gibis qui vivent sur des planètes différentes ont décidé d'aller sur la Terre. Mais ce n'était pas si facile que ça. Les Shadoks ressemblaient à des oiseaux. Ils avaient un bec et des pattes, mais leurs ailes étaient ridiculement minuscules. Au début, les Shadoks pondaient des œufs ordinaires, mais comme ils avaient de trop longues pattes, ces œufs-là se cassaient. Maintenant, les Shadoks pondent des œufs en fer. Il y en a de deux sortes, les œufs avec les pieds en bas et les œufs avec les pieds en haut. Ces œufs-là, on les envoie de l'autre côté de la planète. Les Shadoks sont excessivement méchants. Chaque fois qu'ils essaient d'aller sur la Terre avec leurs petites ailes, évidemment ça rate. Les Shadoks et les gibis qui vivent sur des planètes différentes ont décidé d'aller vivre sur la Terre. Les gibis étaient de petits animaux très gentils avec un petit chapeau sur la tête pour pouvoir se dire bonjour. Et ils étaient très intelligents. Pour aller sur la Terre, ils ont construit une fusée. Elle fonctionne grâce à un combustible superpuissant, le Cosmogol 999. Dès qu'il y aura suffisamment de combustible, la fusée Gibi pourra partir. Mais quel est ce combustible miracle? D'où les Gibis l'extraient-ils? Comme vous le savez, la planète Gibi est plate. Dès que l'on creuse un trou, on tombe de l'autre côté. Les Gibis ne peuvent donc rien extraire du sous-sol, sans cela, leur planète serait une vraie passoire. Ces gibis extraient le Cosmogol 999 de l'atmosphère. Celle-ci est recueillie dans d'énormes entonnoirs à atmosphère, puis pompée dans des pompes à atmosphère.
Par un procédé secret, et les gibis en extraient le cosmogol brut, dit cosmogol de première pression, qui, une fois raffiné, concentré et enrichi, donne le fameux cosmogol 999 qui propulsera la fusée Jibi. Mais les gibis pourront-ils produire assez de cosmogols pour arriver sur la Terre avant les affreux Shadok? Propulsé par un combustible miracle, le cosmogol 999 extrait de l'atmosphère, la fusée des gibis va partir pour la Terre. Sur la planète Shadok, les Shadok essaient de construire une fusée interplanétaire. Mais ils sont en retard sur leur programme et le professeur Shadoko est inquiet. Il observe les progrès de la fusée Jibi. Quelque temps après, chez les Jibi, l'usine à cosmogol subitement s'arrête. La teneur en cosmogol tombe mystérieusement à zéro. Par quelle scélérate tangence les Shadok ont-ils anéanti les réserves de cosmogol et réduit la fusée Jibi à l'impuissance? Sous la direction du professeur Shadoko, les Shadok ont construit une fusée interplanétaire. Mais il restait un problème. Les Shadok n'avaient pas de carburant suffisamment puissant. Pour subtiliser celui des Jibi, le cosmogol 999, le professeur Shadoko avait mis au point un plan. Nous avons demandé au professeur lui-même de nous dire 2 mots de ce plan. C'est très simple. Pour que le cosmogol Jibi vienne chez nous, il suffit que nous le pompions. Et nous le pompons grâce à cette cosmopompe de mon invention, d'une puissance incroyable de 3 millions de Shadok vapeur. C'est pourquoi toute la population Shadok pompait. Il pompait dans la joie, il pompait dans l'allégresse, mais pour le moment dans le vide. Car le cosmogol tardait à se manifester. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le plan du professeur Shadoko. Mais quoi? Les Shadok n'avaient pas de carburant assez puissant pour faire partir leur fusée, alors ils essayaient de pomper le cosmogol Jibi à travers le cosmos. Ils s'imaginaient que par la simple force aspirante de leur machine, le cosmogol consentirait à traverser les espaces infinis du cosmos. Mais le cosmogol ne l'entendait tout simplement pas de cette oreille. Les atomes de cosmogol étaient des atomes très lourds et très sérieux, qui ne changeaient pas de planète comme ça, pour un oui, pour un non. Et les dérisoires efforts de ces pitoyables bêtes n'avaient pratiquement aucun effet. Le cosmogol restait suspendu dans le cosmos à quelques encablures de la planète Jibi. Mais dès que les efforts des Shadok se relâchaient, soit qu'ils allassent se coucher, soit qu'ils tombassent épuisés, le cosmogol repartait et tout était à recommencer. Certes, les Jibi s'inquiétaient au début de voir leur atmosphère aller et venir comme ça, sans rime ni raison. Alors, ils braquèrent leurs antennes de télévision. Et, quand ils virent les Shadok sur leur télévision, ils ne furent plus inquiets du tout. Ils disaient: laissons faire les choses.
De toute façon, les Shadocks sont idiots, leur plan ratera, etc., etc. Et les Gibis décidèrent d'aller en vacances à la campagne en attendant que le plan Shadok rate et que les Shadocks se lassent de pomper, ce qui ne pouvait tarder. En attendant que les Shadocks se lassent de pomper et que le plan Shadok rate, les Gibis sont partis en vacances à la campagne. Ils en profitent pour se faire de nouveaux costumes. Il faut dire qu'en ce temps-là, quand ils voulaient changer de costume, les Gibis mangeaient. Si un Gibi mangeait des fleurs, ça lui faisait un costume à fleurs. Si un autre Gibi préférait les petits pois, le lendemain, hop, il avait un petit ensemble à pois. Quand un Gibi mangeait un jour, par exemple, des carottes, le lendemain, par exemple, rien du tout, un jour des carottes, un jour rien du tout, ça lui faisait un très joli costume rayé. Et les Gibis s'amusaient. Tandis que pendant ce temps-là, les Shadocks, eux, pompaient. Ils pompaient le matin, ils pompaient l'après-midi, ils pompaient le soir, et quand ils ne pompaient pas, ils rêvaient qu'ils pompaient. Ce qui revenait exactement au même, car la cosmopompe avait été spécialement étudiée. Mais plus ils pompaient, plus il n'y avait rien qui sortait, et le professeur Shadoko était inquiet, d'autant plus que la planète Shadok recommençait à se déformer et donnait des signes de désagrégation imminente. Chez les Shadocks, c'est la panique. Leur planète est en train de changer de forme. Comme nos téléspectateurs le savent, la planète Shadok était soutenue dans l'espace par des Shadocks spéciaux avec des pattes en haut et qui empêchaient la planète de tomber. Mais ces Shadocks-là n'avaient aucun sens de leur responsabilité et il arrivait même à certains d'aller se coucher, de sorte que quand ils étaient sur le dos, leurs pattes ne soutenaient plus rien du tout. Et la planète aussitôt se déformait. Ou bien, pour protester, ils se mettaient tous du même côté, et la planète devenait alors pratiquement inutilisable. Quand un Shadok roulait en vélo, sur une route par exemple, la route pouvait tout à coup devenir un escalier, ou n'importe quoi. Et ils étaient obligés d'avoir des vélos spéciaux avec des roues de formes diverses pour faire face à toute éventualité. Et de même, quand ils montaient un escalier, ils n'étaient jamais sûrs d'arriver en haut. Ils ne savaient plus quels étaient les escaliers qui montaient et ceux qui descendaient, sauf quand c'était expressément écrit dessus. Alors, il arrivait souvent qu'avec un escalier prévu pour la montée, on réussisse à monter plus bas qu'on ne serait descendu avec un escalier prévu pour la descente. Dans ces conditions, la logique Shadok ne reposait pas sur des bases solides, ce qui nuisait considérablement au développement normal de leur intelligence, spécialement en matière de fusées interplanétaires. Chez les Shadocks, rien de nouveau, ils pompaient toujours. Mais plus ils pompaient, plus leur morale baissait. Et malgré les efforts du professeur Shadoko, les Shadocks, épuisés, tombaient par milliers. Alors le chef Shadok, flanqué de son fidèle sorcier, fit venir Shadoko et lui parla en ces termes.
et il le fit mettre au goulpe. Il faut dire que le goulpe était une sorte de trou dans lequel on entassait les shadocks qui n'avaient pas donné entière satisfaction. On l'appelait aussi quelquefois enfer, à cause que ceux qui étaient dedans y étaient enfermés. Comme les Gibis l'avaient prévu, le plan Shadok a raté. Le cosmogol est revenu. Les Gibis se dépêchent de rentrer de vacances, font le plein de leurs fusées, si bien qu'en moins de rien, ils sont prêts à partir pour la Terre. Tout était-il perdu pour les Shadocks? Peut-être pas, car le sorcier veillait et attendait son heure. La pompe à Cosmogol est arrêtée, les Shadocks épuisés refusent de pomper, mais il restait le sorcier. En ce temps-là, en effet, sur la planète Shadok, il y avait un sorcier. Il s'occupait plus spécialement d'astrologie, et c'était lui qui, par exemple, était chargé tous les matins de faire le soleil se lever. Ça lui prenait le temps qu'il fallait, mais tous les jours, il y arrivait, et à cause de cela, les Shadocks le respectaient et l'adoraient. Comme tout ça lui laissait quand même pas mal de temps libre, entre deux, il était plombier. Il détectait les fuites d'eau et débouchait les lavabos. Il disait aussi qu'il lisait l'avenir dans son robinet magique. Et le chef Shadok lui-même venait le consulter souvent sur des problèmes de gouvernement ou des problèmes de robinet. C'est ainsi que, prenant la direction des opérations, le sorcier installe son robinet sur la pompe à Cosmogol et dit que, foi de sorcier, on verrait ce qu'on verrait et que le Cosmogol sortirait de son robinet. Sortira-t-il ? Sortira-t-il pas? Le sorcier Shadok a installé son robinet magique sur la pompe à Cosmogol et les Shadocks repompent, comme d'habitude. Car telle semblait être la destinée de ces pitoyables bêtes. Pomper, pomper, pomper. Mais du Cosmogol, il y a longtemps qu'il n'y en avait plus, pour la bonne raison que les Gibis avaient tout extrait et avaient fait le plein de leurs fusées, et tout était prêt pour leur grand voyage sur la Terre. Mais avant de partir, et en guise d'adieu à leur vieille planète plate, ils avaient organisé une grande fête. Ils s'amusaient comme des fous pendant tout le jour et le soir regardaient les Shadocks à la télévision. Les Gibis, en guise d'adieu à leur vieille planète plate, faisaient des feux d'artifice et lançaient des confettis. Mais les confettis étaient aussitôt aspirés par la pompe Shadok.
le devin plombier, qui prenait ça pour du cosmogol, criait « Victoire, victoire, le cosmogol est arrivé !» Et les Shadocks s'empressaient d'entasser des confettis dans leurs fusées comme un précieux combustible atomique. Les gibis trouvaient ça très amusant de voir leurs confettis aspirer, et ils en relançaient, et ils en relançaient, et plus les gibis s'amusaient, plus les Shadocks pompaient, et plus les confettis n'arrêtaient pas d'arriver. Les gibis en profitèrent pour faire un grand nettoyage de leur planète et se débarrasser de toutes sortes d'ordures gênantes telles que papier gras, peau de yaourt, peau de banane et quantité d'autres détritus. Les Shadocks prenaient tout ça pour un précieux combustible atomique et en entassait le plus possible dans leurs fusées. C'était il y a très longtemps. En ce temps-là, il y avait le ciel, au milieu du ciel, il y avait la terre, et sur la terre, il n'y avait rien, ou presque rien. La population de la terre comptait quelques bestioles pas très réussies, comme le gorlibu, le lapin-poisson et le minet-cantrope, espèce qui était en voie de disparition rapide. Plus un certain insecte du nom de gégène et qui n'avait pas l'intention de disparaître du tout, comme nous le verrons par la suite. À gauche du ciel, il y avait les Shadocks et la fusée Shadok. À droite du ciel, il y avait les gibis et la fusée Gibi. Comme nos téléspectateurs le savent, les gibis avaient un petit chapeau sur la tête et c'était là le secret de leur intelligence. Quand un gibi réfléchissait à quelque chose d'un peu compliqué, hop, il mettait ça dans son chapeau, ça passait automatiquement dans les autres chapeaux et tous les gibis se mettaient à réfléchir ensemble sans qu'on ait besoin de leur expliquer. Pour la nourriture, il n'y avait pas de problème non plus, il y avait des gibis à pain, des gibis à lait et des gibis à fromage. C'est dire que pour aller sur une planète même lointaine, les gibis n'avaient pas besoin d'emporter autre chose que leur chapeau. Et tout ce monde-là voulait aller sur la Terre. Réussiront-ils à partir? Arriveront-ils même sur la Terre? Que sont-ils devenus aujourd'hui? Les Shadocks ont pompé les détritus des gibis et veulent s'en servir comme combustible pour leur fusée. Les Shadocks étaient venus nombreux assister aux premiers essais de leur fusée. Les vaillants Shadocnautes avaient revêtu leur combinaison spatiale. Mais ces malheureuses bêtes n'avaient pas de connaissances spéciales en astronautique. D'ailleurs, elles n'avaient pas tellement de connaissances spéciales. On peut même dire qu'elles n'avaient pas de connaissances du tout. Et à chaque essai, la fusée retombait et se cassait. Si bien qu'à la fin, ils essayèrent de faire partir leur fusée à la main. Mais il ne se passa rien non plus. Il ne se passa rien comme ça pendant un certain temps, et même davantage. Pendant que les malheureux Shadocks essaient en vain de faire partir leur fusée à la main, les gibis finissent d'aménager la leur. La fusée Gibi comportait pas mal d'étages. D'abord,
Un premier étage propulseur contenant le combustible JB d'une puissance infinie, le Cosmogol 999. Aux étages supérieurs, on trouvait une piscine chauffée entièrement aménagée, une salle de jeu avec balançoire, patins à roulettes, jeux de dominos et autres appareillages hautement perfectionnés indispensables pour survivre sur l'écorce terrestre. Un étage carnaval avec manège, montagnes russes et autres instruments de navigation indispensables pour la même raison. Un étage campagne avec des fleurs, des arbres, des petits ruisseaux et des jardins potagers où les gibis cultivaient des légumes nécessaires pour subvenir à leurs besoins techniques. Moteurs électriques et ioniques, microphones en grappe, gyroscope ou tubes de télévision. Et dans les vergers, il poussait des antennes radars, des goniomètres et des radiotélescopes. Tous ces instruments-là donnaient des graines que l'on récoltait. Et quand on voulait en refabriquer, il suffisait de les semer dans des endroits adéquats. C'est dire qu'avec seulement les gibis pourraient faire de la Terre une planète très confortable. Les cosmonautes Shadok continuent leur vol d'essai sous la direction technique du devin plombier. Ils travaillaient en étroite collaboration, mais on voyait bien que ça risquait de durer. Le marin Shadok, qui regardait ça, disait même que la fusée ne partirait jamais. C'était un ancien quartier-maître pirate qui avait mal tourné. Contrairement aux gens de son espèce qui passent généralement leur temps à introduire des petits bateaux dans une bouteille, lui, il introduisait des bouteilles dans son petit bateau. Il parlait par maxime et quelquefois même en anglais. C'est lui qui disait par exemple « Dans la marine, on ne fait pas grand-chose, mais on le fait de bonne heure. » Et en effet, il partait des potrons minés, soi-disant pour aller voir où était le vent. Mais le soir, quand il revenait, il avait complètement oublié. Et il disait qu'il était sous l'influence. En réalité, il était tout simplement pris de boisson. Pour la fusée, il disait que le plus simple était encore d'aller subtiliser la fusée JB, que lui connaissait le chemin et que lui, il irait la subtiliser, lui, et en bateau. Naturellement, c'était insensé. Mais comme il était un peu trop souvent sous l'influence et qu'il constituait un objet de scandale, le chef Shadok lui donna quand même l'autorisation. En fait, il se disait que c'était un moyen simple et élégant de s'en débarrasser. Le pauvre marin pourrait-il tenir son pari et traverser le cosmos en bateau? Le marin Shadok a décidé d'aller chez les gibis en bateau à travers l'espace pour subtiliser leur fusée. Il mettait la dernière main à une caravelle interstellaire de sa conception et il se dépêchait de peindre tout ce qu'il pouvait. Car, disait-il, dans la marine, c'est un principe. Il faut saluer tout ce qui bouge et peindre le reste. Le jour du départ, de grandes réjouissances avaient été organisées. Et quand la Shadok Caravelle fut inaugurée, on fit sortir du goulpe quelques intrépides Shadok qui furent invités à ramer. Et ils partirent. Puis, aussitôt après, sans perte de temps inutile, on procéda à une autre inauguration, celle d'une magnifique statue où on pouvait lire « À nos hardis marins perdus dans le cosmos », parce qu'on savait déjà qu'ils ne reviendraient pas. Mais ces malheureuses bêtes, elles, n'en savaient rien, et si on les avait laissées partir, c'était justement pour s'en débarrasser. Car de l'eau, il n'y en avait pas tellement, et au bout d'un certain moment, elles s'arrêtaient
Après quoi, il n'y avait plus rien, sauf, évidemment, le néant. Chez les Shadok, la situation est satisfaisante. Les essais de fusée continuent à très bien rater. Car c'était un des principes de base de la logique Shadok. Ce n'est qu'en essayant continuellement que l'on finit par réussir. Ou en d'autres termes, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Et comme ils voyaient justement que les Gibis ne faisaient aucun essai de fusée, ils étaient persuadés que ce seraient eux, les Shadok, qui seraient les premiers sur la Terre et qu'elle leur appartiendrait. Ils commençaient donc à essayer très tôt le matin. Les essais rataient d'abord pendant toute la matinée. Quand tout allait bien, on arrivait à en rater 6, quelquefois 7, mais c'était rare. Vers midi, ils prenaient un repas léger. Ça continuait ensuite jusqu'à la nuit. Et le lendemain, de très bonne heure toujours, ils recommençaient. Les Gibis à l'autre bout du cosmos continuaient tranquillement à surveiller leur jardin et à récolter des graines de moteurs électriques et de beaucoup d'autres choses pour les emmener sur la Terre. Et le soir, comme d'habitude, en rentrant des champs, ils regardaient où les Shadok en étaient. Mais maintenant, c'était beaucoup plus amusant, car depuis que le marin Shadok était parti en bateau dans l'espace, ils avaient 2 programmes. Et s'ils en avaient assez de voir les Shadok rater leurs essais, ils regardaient les marins ramer. Quand ils avaient vu que ces innocentes bêtes espéraient arriver chez eux pour leur voler leur fusée, ils avaient d'abord cru mourir de rire. Puis, ils avaient décidé de les laisser faire, car, disaient-ils, ça valait la peine de regarder de plus près des animaux aussi rigolos. Pendant que les essais Shadok continuent à rater, les Gibis surveillent leur jardin à instruments. Ils voulaient emporter des graines d'instruments pour les replanter sur la terre. Et en attendant qu'elles mûrissent, pour passer le temps, ils regardaient les essais Shadok ratés. Et les essais de fusée Shadok comportaient plusieurs phases. D'abord, les techniciens Shadok entonnent le compte à rebours sur un vieil air d'accordéon. Et puis les Shadok les plus doués pour les mathématiques enfourchent leur ordinateur à pédale pour calculer la trajectoire. C'était eux qui avaient le plus de mal, car les Shadok avaient entendu dire que plus un ordinateur va vite, plus il donne de bons résultats. Et c'est celui qui avait gagné qui avait trouvé la bonne trajectoire. On procédait alors à la mise à feu. Ça ratait. Et aussitôt après, on recommençait. Naturellement, on pourrait continuer comme ça pendant longtemps, mais... Les marins Shadok sont partis en bateau dans le cosmos pour conquérir la planète Gibi. Voyons un peu où ils en sont. Eh bien, ils ramaient, sous le commandement de principe du pirate Shadok, qui, comme à l'ordinaire, était assez joliment pris de boisson. Si bien que personne, en fait, ne regardait où on allait. Mais il disait que dans la marine, c'était l'usage. Et qu'il est beaucoup plus intéressant de regarder où l'on ne va pas, pour la bonne raison que là où l'on va, il sera toujours temps d'y regarder quand on y sera, et que de toute façon, ça ne sera jamais en fin de compte que de l'eau. Sauf naturellement l'imprévu. Or, un jour, justement, un marin s'écria « Chef, il n'y a plus d'eau !» C'était vrai, et il ne pouvait plus avancer. Le marin Shadok avait observé que l'eau à l'avant des bateaux avait souvent tendance à se transformer subitement en iceberg, en cailloux, en baleine, ou même en rien du tout.
Mais il avait remarqué aussi qu'à l'arrière des bateaux, il y avait toujours de l'eau qui ne servait à rien. Et pour continuer d'avancer, il ordonna que l'on récupère cette eau-là pour la mettre à l'avant. De sorte que pendant que les Shadocks d'en haut ramaient l'eau, ceux d'en bas la récupéraient pour que ceux d'en haut la rerament. C'était un système de navigation ingénieux mais épuisant et on pouvait se demander si les valeureux marins pourraient aller comme ça jusqu'à l'autre bout du cosmos. Le marin Shadok est arrivé à l'endroit du cosmos où il n'y a plus d'eau. Il avance quand même, mais comment? C'est qu'en ce temps-là, on pouvait aller en bateau dans le cosmos à condition d'emporter son eau. Mais malheureusement, par endroits, le cosmos était percé. De l'eau, fatalement, on en perdait. Et quand il n'y avait plus d'eau, on sombrait. Pour la remplacer, il fallait emporter d'énormes provisions d'eau, et souvent il y avait plus d'eau dans le bateau que sous le bateau. Si bien qu'il y avait des Shadocks qui périssaient noyés sans même que le bateau coule. C'était pas très confortable, mais c'était pourtant comme ça que les marins Shadocks avançaient. Elles croyaient, ces naïves bêtes, traverser tout l'espace interstellaire et débarquer chez les Gibis en catimini pour leur voler leurs fusées. Mais il y a longtemps que les Gibis les voyaient venir et ils avaient décidé de leur jouer un tour pour que les malheureux marins continuent à ramer comme ça pendant toute l'éternité et même peut-être plus. Les Gibis se préparent à faire face à un débarquement de Shadocks sur leur planète. Mais, vous direz-vous, si les Shadocks pouvaient aller en bateau de la planète Shadok à la planète Gibi, pourquoi n'allaient-ils pas directement et par le même moyen sur la Terre? À cela, il y avait deux raisons. La première relevait du second principe fondamental de la logique Shadok qui disait « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» La seconde relevait de lois cosmiques beaucoup plus sérieuses. C'est que pour aller sur la Terre, il aurait fallu monter, et que si on avait monté, l'eau aurait coulé, et très rapidement, il n'y en aurait plus eu. Les Gibis, qui les voyaient arriver, se disaient « Jouons-leur un tour, camouflons notre planète, tirons des feux d'artifice ». Il faut dire que les Gibis avaient des feux d'artifice spéciaux et qui faisaient de l'obscurité. Et quand on les tirait de jour, on n'y voyait plus rien, et de nuit, il faisait encore plus de nuit. Et les Shadocks, ne voyant que de l'obscurité, continuèrent à ramer vers les espaces extérieurs et apparemment infinis du cosmos. Ils ramèrent longtemps, longtemps, longtemps. Ils s'épuisèrent, dépérirent, désespérèrent. Puis se pardonnèrent leurs péchés. Et le marin Shadok lui-même noyait sa peine dans une sobriété exemplaire. Mais un jour, un pauvre marin s'écria « La planète Gibi ! La planète Gibi !» Or, ce qu'il voyait là, vous le savez, ça n'était pas la planète Gibi. C'était quoi? Les marins Shadok perdus dans le cosmos ont vu quelque chose au bout de l'infini et qu'ils prennent pour la planète Gibi. Mais il faut savoir qu'en ce temps-là, le cosmos n'était pas tellement infini que ça. Il n'était d'ailleurs pas infini du tout. Et pour tout dire, il était plutôt rond. De sorte que, quand on partait d'un endroit et en allant tout droit, au bout d'un certain temps, on y arrivait. Pour aller quelque part, en général, le plus simple était encore de partir de là où on voulait aller. Et avec du temps et un peu de chance, on y arrivait effectivement. Mais les Shadok n'étaient pas au courant de tout ça,
Et au prix d'incroyables sacrifices, ces malheureuses bêtes allaient arriver là d'où ils étaient partis. C'était leur planète qu'ils prenaient pour la planète Jibi. Avec d'infinies précautions, ils débarquent nuitamment chez eux pour s'emparer de leur fusée. Ils la transportent en catimini sur leur bateau et repartent comme ils sont venus, mais en sens contraire évidemment. Le lendemain matin, les Shadok, qui venaient comme d'habitude faire de nouveaux essais de fusée, furent d'abord étonnés. Puis ils criaient « Victoire! Victoire! Notre fusée marche enfin! Elle est partie, elle est même partie toute seule. » La seule chose que ces pauvres bêtes avaient oublié, malheureusement, c'était de monter dedans. Comme le cosmos en ce temps-là était rond, les marins Shadok, croyant débarquer chez les Jibi, ont débarqué chez eux, volé leur propre fusée et sont repartis. Au bout d'un certain temps, naturellement, ils redébarquèrent chez eux. Mais comme il faisait encore un peu nuit, ils retournèrent se coucher en attendant d'être reçus triomphalement. Les Shadok, voyant leur fusée revenue, recrièrent « Victoire! Victoire! Notre fusée marche! Elle est partie toute seule, elle est revenue toute seule !» Et ils s'empressèrent de la retransporter de l'autre côté pour procéder incontinent à de nouveaux essais. Les marins, en se réveillant, crièrent « À l'abordage! À l'abordage! Les Jibi nous ont trahis! Ils ont repris leur fusée !» Et ils repartirent aussitôt pour la chercher. Il va sans dire que la chose dura comme ça pendant assez longtemps. Et pendant que ces pitoyables bestioles tournaient en rond, les Jibi cultivaient tranquillement leur jardin et récoltaient des graines d'usine pour les emmener sur la terre. Et quand ils plantaient une graine d'usine, la terre se transformait petit à petit en ce qu'il fallait. Tout cela se reliait ou se reliait pas selon ce qui était écrit dans la graine. Et au bout de temps ou tant de saisons, elle donnait, selon les cas, des bananes, des montres suisses, des noix de coco, des barres de fer ou des bulldozers. Mais à un moment, les Jibi s'arrêtaient et criaient « C'est l'heure des Shadok, c'est l'heure des Shadok !» Et ils couraient au bord de la planète pour les voir passer. Mais un jour, malheureusement, le jeu c'est ça, les Shadok ne passèrent pas et les Jibi étaient un peu tristes car ils commençaient à s'y attacher. Qu'étaient devenus les pauvres marins Shadok? Les Jibi sont inquiets. Ils ne voient plus sur leur télévision les marins Shadok tourner en rond dans l'espace. Que sont-ils devenus? Eh bien voilà. Une nuit, comme d'habitude, les marins Shadok avaient débarqué chez eux pour s'emparer subrepticement de leur fusée. Ils avaient eu beaucoup de mal pour la ramener à leur bord car la nuit était noire et la mer apparemment avait monté. Ils avaient été obligés d'escalader l'eau pour monter dans leur bateau. Mais plus ils ramèrent, plus ils restèrent au même endroit, et au matin, ils y étaient encore. Ils s'étaient tout simplement trompés de bateau. Car comme vous le savez, les Shadok, persuadés que les marins allaient vers leur perte, leur avaient à l'avance érigé un monument. Et ils étaient montés dedans. Quand les autres Shadok, voyant leur fusée revenue, une fois de plus, montèrent à l'assaut pour essayer de la récupérer. Le marin Shadok, lui, criait « À l'abordage, les Jibi nous attaquent !» car il croyait qu'il avait affaire à des Jibi déguisés et il les pourfendait. Le combat fit rage pendant des jours et des nuits. Beaucoup périssaient, d'autres étaient plus ou moins définitivement estropiés. Mais qui allait gagner? Les marins Shadok ont embarqué sur leur statue au lieu de remonter dans leur bateau. Les autres sont montés à l'assaut. La bataille fait rage.
aux pauvres bêtes. Les marins se défendirent assez galamment. Mais à la fin, ils succombèrent sous le poids d'un adversaire très supérieur en armement et en nombre. Et on leur dit que ce n'était pas parce qu'ils étaient revenus qu'on allait démolir un si joli monument, qu'on l'avait construit exprès pour eux, et qu'il était de leur devoir, à eux, les marins, de disparaître effectivement. Et ce, le plus définitivement possible. Alors, le marin Shadok se fit corsaire de l'espace et dit que, foi de Shadok et foi de marin, il reviendrait et qu'il se vengerait. Pour répondre à la demande de ceux de nos téléspectateurs qui n'ont pas eu la chance de suivre notre feuilleton cosmique depuis le début, nous allons résumer la situation. Nous avons à droite du ciel la planète plate des gibis. Quand elle était trop lourde d'un côté, elle penchait. Quand un gibier allait d'un côté, il fallait qu'il y en ait un autre qui aille de l'autre côté. À gauche du ciel, nous avons la planète à Shadok. Elle n'était pas pratique non plus. Elle avait tendance à tomber par le bas. Il y avait d'une part des Shadok ordinaires avec des pattes en bas. Ils n'étaient pas excessivement intelligents. Et il y avait d'autre part des Shadok spéciaux avec des pattes en haut. Il n'était d'ailleurs pas plus intelligent pour ça, mais s'il n'avait pas été là, il n'y aurait rien eu pour soutenir la planète dans l'espace et elle aurait complètement tombé. Mais de ces Shadok-là, il n'y en avait pas partout, et là où il en manquait, ça s'affaissait. Et les Shadok, eux aussi, voulaient aller sur la Terre. Leur fusée n'était pas très au point, mais ils avaient calculé qu'elle avait quand même une chance sur 1 million de marchés et ils se dépêchaient de bien rater les 999 999 premiers essais pour être sûr que le millionième marche. Avec ce genre de raisonnement typiquement Shadok, les pauvres n'étaient pas prêts de partir. En tout cas, pas comme ça. Les Shadok continuent à rater le plus possible d'essais et plusieurs fois par jour entonnent le compte à rebours au son de l'accordéon. Évidemment, faisait pas mal de bruit et les Shadok d'en bas, qui, comme vous le savez, soutenaient la planète, s'en plaignaient. Ils disaient que ça les empêchait de réfléchir, qu'ils en avaient assez, et que si tout ça ne cessait pas, ils iraient tous se coucher, qu'ils ne soutiendraient plus rien du tout et que la planète tomberait. C'était de l'intimidation pure et simple, car ils savaient très bien que si la planète tombait, eux seraient tombés avec. Et ça ne les intéressait pas tellement. Mais ils protestaient quand même. Pour les apaiser, les Shadok d'en haut étaient obligés de leur envoyer d'énormes quantités de nourriture par des petits conduits spéciaux creusés à cet effet. Mais plus on leur en donnait, plus ils en demandaient. Et quand il n'y aurait plus rien à manger, les Shadok d'en bas protestent. Les essais de fusée font trop de bruit à leur avis, ça les gêne. C'était pourtant une fusée de luxe. Elle avait un premier étage bourré de détritus qui devait en principe servir de combustible, un deuxième étage bourré d'autres détritus indispensables pour vivre sur la Terre, et dans les interstices, on avait les Shadok.
Elle était munie des derniers perfectionnements techniques tels que casserole à retardement, batteur d'air et tire-bouchon hyper sustentateur. La seule difficulté, c'est qu'elle ne marchait que d'un côté, de haut en bas uniquement. C'est pourquoi les Shadocks avaient pensé qu'il serait intéressant de faire porter la fusée dans l'espace par les Shadocks d'en bas. Ils avaient déjà soutenu la planète pendant pas mal de temps et porter une fusée à côté, c'était rien qu'ils disaient, ceux d'en haut. Ils leur avaient envoyé des plénipotentiaires pour négocier l'affaire et les avaient fait descendre par les petits conduits. Ceux d'en bas d'abord s'étaient trompés et les avaient mangés. Puis ils avaient répondu qu'ils n'étaient tout de même pas là pour porter leurs affaires. Leurs casseroles, leurs armoires, leurs détritus et fusées par-dessus le marché. De toute façon, qu'ils disaient, ils avaient l'intention de rester ici pour être enfin tranquilles. En réalité, c'était pas vrai. Eux aussi avaient l'intention de déménager sur la Terre. Mais par quels moyens? Pendant que les Shadocks et les anti-Shadocks réglaient leurs histoires, la fusée des gibis est partie. Ça s'était passé un matin, sans difficulté. Et les gibis découvrirent l'espace avec ses planètes et ses paysages. En ce temps-là, il y avait pas mal de choses à voir dans l'espace. Et, comme ils n'étaient pas très pressés, ils avaient décidé de faire un peu de tourisme cosmique. Quand ils trouvaient un endroit qui leur plaisait, ils s'arrêtaient pour pique-niquer ou bien ils ouvraient leur fusée et donnaient des représentations. Ils faisaient ça uniquement pour s'amuser, car le plus souvent, il n'y avait personne pour les regarder. Mais quelquefois, si, quand même. Il y avait les poissons de la planète à poissons, par exemple, qui grimpaient dans leurs arbres pour les regarder. Il faut savoir qu'en ce temps-là, les poissons avaient des petites pattes et se promenaient dans les arbres aussi facilement que vous et moi. Les gibis les avaient fait tellement rire qu'ils en avaient versé des torrents de larmes. Et quand les gibis avaient dû partir, ils en avaient versé d'autres encore, si bien que les arbres avaient été obligés de nager. Et c'est depuis ce temps-là que les arbres nagent, et les poissons aussi d'ailleurs. Les Shadocks d'en bas, eux aussi, ont décidé d'aller sur la Terre pour être tranquilles. Jusqu'ici, vous direz-vous, nous avons laissé ces Shadocks-là faire un peu ce qu'ils voulaient, sans trop nous en occuper, et nous prions nos téléspectateurs de nous en excuser. Mais il se passait déjà tellement de choses en haut que nous n'avons pas eu le temps de voir ce qui se passait en bas. Eh bien, il s'y passait à peu près la même chose. Et si vous vouliez le savoir en détail, il nous suffirait de recommencer notre histoire à partir du début et de vous remontrer tout comme ça. Mais quand même. Pour résumer simplement les choses, disons que, d'une part, leur haut à eux était plus bas que le bas de ceux d'en haut, et que, d'autre part, leur bas était excessivement au-dessus de leur haut, de sorte que, quand un Shadock d'en bas voulait tomber d'assez haut, par exemple, il fallait qu'il saute de bien plus bas que si le haut avait été nettement au-dessous, c'est-à-dire en réalité au-dessus du bas, ou quelque chose comme ça. Pour le reste, c'était pareil. Et pour partir, ils avaient construit, devinez quoi? Une fusée, évidemment, mais à l'envers. Restait à savoir si une fusée comme ça accepterait de marcher à l'envers dans un espace à l'endroit, ou inversement.
Les Shadocks d'en bas ont construit une fusée pour partir tout seuls de leur côté. Ces bêtes scélérates n'avaient absolument aucun sens moral. Elles voulaient partir pour que la planète tombe et pour voir la tête que ceux d'en haut feraient quand ils se réveilleraient avec rien sous les pieds. Mais ils avaient les mêmes problèmes que ceux d'en haut, à l'envers, évidemment. Et si la fusée d'en haut ne voulait pas monter, celle d'en bas, elle, refusait de descendre. Et à chaque essai, elle remontait et se cassait. Ils avaient fait appel pour la fabriquer à un spécialiste, justement, des fusées cassantes. Le professeur Shadoko lui-même, que vous connaissez bien. Il avait déjà conçu la fusée d'en haut, et c'était une parfaite réussite, du point de vue cassage, il faut dire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il était au Goulpe. Vous vous souvenez que le Goulpe était une suite de boyaux étroits où les Shadocks, dont on n'était pas excessivement satisfait, étaient invités à se reposer. Mais les Shadocks d'en bas y avaient creusé des sortes de petites trappes qu'ils ouvraient de temps en temps, rien que pour voir les autres tomber. Ce qui les amusait passablement. Les Shadocks d'en bas, naturellement. Et ils avaient dit à Shadoko qu'il leur fallait les plans de sa fusée. Sinon, ils le feraient sortir, eux, du Goulpe, et pas du bon côté. Shadoko, évidemment, avait cédé. Mais tout ça lui avait donné une idée. Les expériences de fusée se poursuivent sous la direction du devin plombier. Or, le professeur Shadoko, qui était au Goulpe, comme on le sait, criait à travers les barreaux qu'il avait une idée. Génial! Le chef Shadok le fit sortir et dit qu'il s'occuperait de la fusée en étroite collaboration avec le plombier. La concurrence, se disait-il, les stimulerait, et lui, pendant ce temps-là, il pourrait retourner se coucher. Le devin plombier se servait exclusivement dans ses expériences scientifiques de son robinet magique. Et quand la Terre était d'un côté, lui, avec son robinet, il la voyait par en haut. Et il disait que la fusée, il fallait donc bien la faire monter. Certes, ajoutait-il, on risquait de retomber où l'on était, mais ça valait quand même la peine d'essayer. Shadoko avait un télescope tellement usé que quand on regardait trop loin avec, les rayons se cassaient. De sorte que lui, il voyait la Terre par en bas. Et il disait que la fusée, il suffisait simplement de la laisser tomber. Certes, ajoutait-il, on risquait de ne pas aller exactement là où l'on voulait, ou d'aller là où on ne voulait pas, mais on était sûr au moins de ne pas revenir où l'on était. Et comme justement la fusée ne voulait pas monter, ça prouvait bien que c'était son plan à lui qui était le bon. Lequel des deux avait raison? Les gibis continuent tranquillement leur route vers la Terre et s'arrêtent de temps en temps pour visiter le cosmos. Le cosmos était un peu comme une campagne ordinaire, sauf que naturellement, tout était cosmique. Il y avait des arbres cosmiques, des petits pois cosmiques, des cascades cosmiques et des quantités de choses cosmiques comme ça. Et puis un jour, en rentrant, ils s'aperçurent qu'il y avait un gibi qui manquait. Il était tout simplement resté dans les champs cosmiques à s'amuser. Et il disait que lui, les histoires de voyages, de fusées, de planètes, tout ça, ça l'intéressait pas, que lui, il voulait vivre sa vie de gibi et qu'il voulait rester ici. Mais le malheureux avait perdu son chapeau. Le chapeau des gibis, vous le savez, ça leur servait à réfléchir. Et un gibi qui avait perdu son chapeau, pratiquement, c'était un gibi qui avait perdu la tête. Il avait fallu le faire rentrer de force, mais il s'était mis à tout saccager dans la fusée. Il se faisait de la soupe avec les réserves de graines de gyroscope et de moteurs électriques, et il se mettait à tourner, soi-disant pour faire de l'électricité. Pour le faire tenir tranquille, on l'asseyait devant la télévision et il regardait les Shadocks.
Aussi bizarre que cela paraisse, ça le calmait. Mais c'était quand même pas une solution. L'important, c'était de lui retrouver son chapeau. Mais où avait-il bien pu l'oublier? Shadoko a trouvé que pour faire partir la fusée, il suffisait de la laisser tomber. Alors les Shadok partent. C'est décidé. Heureusement qu'ils partent d'ailleurs, car depuis le temps qu'on en parlait, nous commencions à nous impatienter. Eh bien non. Ils ne partirent pas encore cette fois-là. Figurez-vous que, tout à coup, les Shadok et leurs ustensiles furent pris d'étranges convulsions. Ils se tordaient, se déformaient, puis maigrissaient, et à la fin, disparaissaient. Ils avaient attrapé la maladie. C'était la maladie cosmique qui se promenait dans les espaces interstellaires et qui surveillait. Quand il y avait des choses qui ne lui plaisaient pas ou qui la gênaient, elle arrivait et on n'en entendait plus parler. Or, les Shadok, justement, ça ne lui plaisait pas tellement. Des animaux aussi mal dessinés, elle disait, on n'avait pas idée de fabriquer des choses comme ça, elle n'allait tout de même pas perdre son temps, elle, à surveiller des bêtises pareilles. Alors, les malheureuses bêtes, terrassées par le terrible fléau, disparaissaient les unes après les autres. Bientôt, il n'y en aurait plus. La fin des Shadok, peut-être, avait sonné. La situation se complique. Les Shadok sont malades et dépérissent. Les gibis ont des problèmes avec un autre gibi qui est malade dans la tête depuis qu'il a perdu son chapeau. Pour le calmer, on le mettait bien à regarder les Shadok à la télévision. Mais tout le monde sait qu'il est très dangereux de regarder la télévision sans chapeau. Et à force, voilà qu'il se prenait pour un Shadok. Voilà qu'il s'était déguisé en Shadok. Voilà qu'il se jetait sur ses petits camarades. Que tout ça, c'était de la mauvaise graine et compagnie, qu'il disait. Et voilà qu'il voulait retourner voir son père, sa mère et tous ses petits cousins là-bas sur la planète Shadok. Il avait pris les commandes et conduisait comme un fou. Entrait sans ralentir dans les systèmes solaires et passait le mur de la lumière. Il faisait dérailler les trains d'antimatière et effrayait les troupeaux de nébuleuses qui s'enfuyaient en bêlant. Mais là-bas, sur la planète Shadok, la terrible maladie les attendait. Qu'allait-il se passer? Les Shadok sont en train de disparaître. Ils ont attrapé la maladie qui fait rétrécir. En ce temps-là, c'était facile, il n'y avait pas 36 maladies, il y avait la maladie qui servait pour tout. Pour les pieds, pour les dents, pour la tête et même pour l'intérieur. Quand un Shadok marchait dans la maladie avec ses pieds, tout d'un coup, toc, il se rétrécissait. Et quand il marchait du côté où il y en avait moins, il se rétrécissait moins. De sorte qu'il se rétrécissait pas partout de la même façon. C'était amusant. Ses pattes d'abord se tordaient, ou se ramollissaient. La pauvre bête se traînait lamentablement comme ça, et puis, au bout d'un certain temps, les intérieurs étaient attaqués, le Shadok tout entier se gâtait, maigrissait, et à la fin,
disparaissaient. Le devin plombier, en principe, les réparait avec son robinet magique qu'il disait. En réalité, il les jetait tout simplement au goulpe. Le professeur Shadoko, de son côté, en profitait pour lui faire de la concurrence. Il avait soi-disant mis au point un vaccin anti-maladie. Mais les Shadok inoculés se gonflaient et à la fin éclataient. C'était encore plus amusant, mais cela revenait au même du point de vue de la santé. Si cela continuait, le problème du voyage sur la Terre, faute de voyageurs, allait être définitivement résolu. La planète Shadok est infestée par la maladie cosmique. Les uns rétrécissent, les autres, grâce au vaccin du professeur Shadoko, éclatent. Pendant ce temps, dans le cosmos, le Gibi, sans chapeau, pilotait la fusée comme un fou, sans s'occuper de rien, et fonçait droit sur la planète Shadok et la terrible maladie. Le malheureux se prenait toujours pour un Shadok et voulait retourner dans sa famille. Il voyait des lumières sur la planète Shadok et il croyait qu'on tirait des feux d'artifice pour l'accueillir. Et c'était pas ça du tout. C'était les Shadok inoculés qui éclataient. De loin, bien sûr, ça faisait bien, mais de près, quelle pitié. La maladie d'abord les contaminait, elle les rétrécissait. Ils ne mouraient pas tous, mais ceux qui survivaient, le professeur Shadoko se jetait dessus, lui, pour les inoculer. Les Shadok, évidemment, essayaient de se cacher. Ils se camouflaient en n'importe quoi, en passoire, en ressort de lit, en tuyau de poêle ou en arrosoir pour échapper au terrible fléau ou au vaccin du professeur Shadoko. Mais rien n'y faisait et la maladie engraissait. Pour les uns comme pour les autres, la situation dans son ensemble commençait à être assez désespérée. La situation est désespérée. Les Gibis vont tomber dans la maladie. Les Shadok, pour y échapper, se déguisent en passoire ou en ressort de lit. Mais la maladie venait à bout des ressorts, s'infiltrait dans les passoires les plus étanches, s'infiltrait dans le goulpe, découvrait d'énormes réserves de Shadok qu'elle rétrécissait. Beaucoup périrent, et nourrie de Shadok, la maladie redoublait de vigueur et de méchanceté, si bien qu'à la fin, la planète elle-même se mit à rétrécir. D'autres périrent. Mais voyez comme les choses sont drôlement faites. Le Gibi fou dans la fusée, voyant que la planète rapetissait, criait « Mais je recule !» Et il inversait les commandes si bien qu'il se mettait à reculer pour de vrai. Et les Gibis furent sauvés. Mais pour les Shadok, c'était autre chose. Les pauvres bêtes, paniqués, sautaient dans la fusée sans même prendre le temps de se changer. Les Shadok d'en bas sautaient dans la leur. Or, la fusée d'en haut qui était à l'endroit ne marchait pas à l'endroit, tandis que la fusée d'en bas qui était à l'envers ne marchait pas à l'envers. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, elle marchait à l'endroit et d'autres encore périrent. Ceux qui tombaient en descendant essayaient de s'agripper à ceux qui tombaient en montant, ou bien ils se hissaient sur les ustensiles qui flottaient. Entre-temps, à force de manger trop de Shadok, la maladie était tombée malade et laissa partir les rescapés. Et les uns entassés dans des tiroirs, les autres dans des casseroles ou des passoires, c'est ainsi que commença pour eux le long et pénible voyage qui devait, en principe, les amener sur la Terre. La planète Shadok a été rétrécie par la maladie. Les Shadok font route vers la Terre entassés dans leurs ustensiles. Venait d'abord le chef Shadok dans sa casserole personnelle, le devin plombier dans son lavabo et le professeur Shadoko. Le reste de la population suivait et comme elle pouvait. Il y
y avait des Shadocks en boîte, des Shadocks en casserole ou à la poêle, et même des Shadocks en tube. Évidemment, ils étaient un peu à l'étroit, mais ils avaient quand même du choix. Car quand un Shadok en avait assez de vivre dans un tiroir du haut, par exemple, il pouvait s'installer dans un tiroir du bas, et même vice-versa. Mais tout était plein de Shadok, et pour la cuisine, c'était pas pratique. Quand on voulait faire cuire des nouilles, par exemple, il fallait déménager les Shadok qui habitaient dans le fourneau. En attendant, on les installait dans l'eau des nouilles. Quand c'était cuit, on déménageait les Shadok qui habitaient dans la passoire et on les mettait dans le fourneau. On passait une première fois pour récupérer l'eau dans le fourneau, on passait une deuxième fois pour récupérer les nouilles à part, enfin on passait le fourneau pour récupérer l'eau. À ce moment-là, les nouilles tombaient et on pouvait recommencer. Quand il y avait vraiment trop de Shadok dans les ustensiles, on en jetait au goulpe. Mais depuis qu'il n'avait plus de planète, le goulpe n'était plus qu'un trou avec rien autour et les Shadok en trop se mettaient à tomber ou à tourner autour des planètes quand il en passait. On les appelait des satellites. Et c'est depuis ce temps-là, d'ailleurs, qu'il y a tant de satellites dans l'espace. Le triste cortège des Shadok avance péniblement dans le cosmos. Le plus grave problème reste celui du logement. Le moindre fer à repasser qui flottait, le moindre fil de fer devait en supporter des centaines, et ça souvent sur plusieurs étages. Il y avait des Shadok qui servaient de plafond, des Shadok qui servaient de plancher à ceux qui servaient de plafond, et des Shadok qui servaient de cloison. Et dans les interstices laissés libres, la vie à bord, petit à petit, s'organisait. Elle s'organisait mal, mais elle s'organisait tout de même. Pendant ce temps-là, naturellement, il se reproduisait. Alors il en tombait, bien sûr, mais il n'en tombait pas du tout suffisamment et la nourriture manquait. Certains essayaient de pêcher des choses dans le néant. D'autres, désespérés, mangeaient les ustensiles qui les supportaient. Plus ils avançaient, plus il en tombait. Les gibis, de leur côté, continuaient à sillonner l'espace pour retrouver le chapeau du gibifou. Ils avaient scruté partout avec leur radar, mais ils n'avaient rien trouvé et eux aussi commençaient à désespérer. Entassés dans leur tiroir interstellaire, les Shadok sont sur le point de mourir de faim. Les gibis sont toujours à la recherche d'un chapeau perdu dans le cosmos. Il faut savoir que les chapeaux des gibis étaient un peu comme des téléphones, mais tellement perfectionnés qu'il n'y avait même pas besoin de parler dedans. Il n'y avait qu'à penser et ça émettait. Quand un gibi, par exemple, avait une musique dans la tête, tous les autres gibis pouvaient écouter. Ou bien ils n'écoutaient pas, ça dépendait. Or, un jour, c'était le chapeau perdu qui se remettait à émettre. Il y avait quelque part dans l'espace quelque chose qui pensait, avec le chapeau gibi sur la terre, et qui pensait plutôt mal. C'était un pauvre Shadok affamé qui l'avait pêché. Il avait entendu dire que les chapeaux gibi servaient à réfléchir, et il se prenait pour un Shadok intelligent. Il disait qu'il pensait.
Les autres, qui n'avaient jamais vu ça, naturellement, le croyaient. Mais les chapeaux des gibis marchaient dans les deux sens. Et ils essayèrent d'insuffler au Shadok une mauvaise pensée qu'il n'aurait pas pu avoir à lui tout seul. Ça marchait. Alors ils décidèrent, pour passer le temps, de leur insuffler comme ça des quantités d'autres mauvaises pensées amusantes. Un Shadok a retrouvé dans l'espace le chapeau des gibis. Ceux-ci en profitent pour lui insuffler de mauvaises pensées. Il lui faisait voir la terre à droite, et ils allaient tous à droite. Il lui faisait voir la terre à gauche, et ils revenaient tous à gauche, à toute vitesse. À tout bout de champ, il criait « Terre, terre, terre !» Les autres, naturellement, ne voyaient rien, mais ils avaient confiance et ils y allaient. Et quand ils arrivaient, ils voyaient qu'effectivement, il n'y avait rien. C'était quand même intéressant. De sorte que, partant, pour ainsi dire, de rien, les Shadok arrivaient au prix d'incroyables efforts, de sacrifices et de souffrances, pratiquement au même point. Les gibis s'étaient arrêtés pour les regarder, de sorte que, partant de rien eux aussi, ils arrivaient en fait à la même chose, mais en se donnant beaucoup moins de mal, il faut dire. Et puis, un jour, le Shadok se mit à crier pour de vrai, car en effet, il y avait quelque chose de rond à l'avant. Ils étaient sauvés. Ils l'avaient là enfin devant eux, cette terre qu'ils avaient tant espérée. Et dans la solennité de l'heure, ils oubliaient les peines endurées et en profitaient pour se pardonner les uns les autres leurs péchés. Et la terre, grandiose et sereine, émergeait peu à peu de l'infini, comme si elle naissait pour eux seuls, rançon de toutes leurs peines. Les Shadok sont sauvés. Ils arrivent sur la terre. Au fur et à mesure qu'ils approchaient, leur joie grandissait. Quelques-uns même moururent de joie avant d'arriver. Et un beau matin, ils atterrirent. Puis ils ressortirent de l'autre côté, mais plus mouillés, car évidemment, ils s'étaient trompés. Ce n'était pas la terre qu'ils avaient là, mais ce qu'on appelait autrefois la planète à eau. La planète à eau était une planète ronde et normale, sauf qu'elle était faite exclusivement d'eau. Il y avait de l'eau en haut, de l'eau en bas et même de l'eau au milieu. Les arbres, là où il y en avait, étaient évidemment obligés de nager. Ça faisait de très jolies forêts aquatiques qui tenaient debout sur l'eau avec rien en dessous. Et les poissons volants, qui étaient les seuls habitants de la planète, venaient dans leurs branches pour se reposer et s'amuser. Mais les Shadok, eux, ne s'amusaient pas du tout. Ils passaient leur temps sous l'eau car ils étaient persuadés qu'ils étaient sur la terre et ils essayaient de la trouver. Ils cherchèrent pendant assez longtemps. Puis un jour, le devin plombier eut une idée. Puisque la terre était par en dessous, il disait qu'il fallait simplement prendre l'eau et la mettre à côté, et que lui, avec son robinet magique et quelques Shadok volontaires, il en ferait son affaire. Les Shadok sont sur la planète à eau. Ils croient que la terre est en dessous. Ils avaient installé un système compliqué de tuyaux pour pomper l'eau de la planète et la mettre à sec.
Les poissons volants, au début, trouvaient ça amusant et venaient les regarder travailler. L'eau d'un côté commençait à baisser et de l'autre, il y avait une petite planète qui se formait. Ils pompèrent comme ça pendant assez longtemps, mais pas le plus petit bout de terre n'apparaissait. Si bien qu'à la fin, ils pompèrent tout. Ils s'aperçurent enfin qu'ils s'étaient trompés et qu'il n'y avait pas de terre du tout. Il ne restait que les poissons volants qui étaient, pour ainsi dire, obligés de nager à pied sec et qui n'étaient pas contents du tout. Ils allèrent voir les Shadocks et en mangèrent un certain nombre. Puis, ils exigèrent qu'ils remettent leur planète là où ils l'avaient prise, et plus vite que ça. Et les Shadocks, encore une fois, se remirent à pomper. Les Shadocks ont pompé toute l'eau de la planète à eau. Puis ils la repompent pour la remettre en place. Pomper, pour les Shadocks, à la longue, c'était devenu une habitude. C'est à la pompe, en effet, que la plupart de leurs travaux s'effectuaient. Ils ne s'effectuaient pas, ça dépendait. Et quand les Shadocks se trouvaient devant un grave problème et qu'ils ne voyaient pas très bien comment faire, eh bien, ils pompaient. De toute façon, ils disaient, ça pouvait pas nuire. Ils avaient de grosses pompes pour les gros problèmes et des petites pompes pour les petits problèmes. Ils avaient mis au point aussi des pompes spéciales pour les cas où il n'y avait pas de problème du tout. Pour ceux de nos téléspectateurs que la technique intéresse, disons que quand on pompait avec ça, non seulement il ne se passait rien comme avec une pompe Shadok ordinaire, mais plus on pompait, plus il n'y avait rien qui se passait. C'était quand même une sécurité. Et dès que les Shadocks avaient fini de pomper, les gibis leur envoyaient des visions. Les Shadocks croyaient voir la Terre et ils y allaient. En réalité, c'était n'importe quoi, comme par exemple la planète molle. Mais les Shadocks pensaient que c'était uniquement un problème de mou, alors ils pompaient le mou avec leur pompe à problème mou. Et pendant que les Shadocks allaient comme ça, de fausse terre en fausse terre, les gibis allaient s'installer tranquillement sur la vraie. Pendant que les Shadocks perdent leur temps à pomper n'importe quoi dans l'espace, les gibis se préparent à arriver sur la Terre. Car la Terre approchait et les gibis répétaient la grande fête qu'ils avaient organisée pour l'inaugurer. La Terre n'avait pas l'air tellement bien. D'un peu plus près, ce n'était pas spécialement mieux, et de très près, c'était encore pire. Pour ne rien vous cacher, la Terre en ce temps-là n'était pas si amusante que ça. Du point de vue des fêtes en particulier, c'était pas du tout organisé, et il n'y avait personne pour s'en occuper. Il restait bien quelques dinosaures en retraite, mais ils disaient que les fêtes et tout ça, c'était plus de leur âge et que de toute façon, ils étaient appelés à disparaître. Ce qu'ils firent en effet par la suite, comme chacun sait. Alors, les gibis décidèrent de remettre un peu d'ordre dans tout ça et passèrent un premier coup de peinture pour que ça fasse plus gai. Ils en profitèrent pour repeindre aussi les dinosaures, qui leur remercièrent beaucoup de leur attention. La Terre, comme ça, était quand même un peu plus présentable.
et la grande inauguration pouvait commencer. La plupart des Shadocks, en tombant sur la Terre, se sont cassés. Il leur en faut des neufs pour conquérir la planète. Alors, ils décidèrent de pondre des œufs de façon intensive et que tout le monde, d'ailleurs, s'y mettrait. Car chez les Shadocks, en ce temps-là, pour tout vous avouer, il n'y avait pas de Shadocks madame et de Shadocks messieurs. Tout le monde avait le droit de pondre des œufs. D'ailleurs, c'était facile. Pour pondre un œuf, il suffisait simplement de compter jusqu'à 4. C'est dire que c'était uniquement une question d'éducation. Ça avait quand même des inconvénients, surtout pour ceux qui étaient trop éduqués. Quand les mathématiciens Shadocks faisaient des calculs, par exemple, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sans qu'ils s'en rendent compte, hop, il leur arrivait un 9. C'est pourquoi les mathématiciens Shadocks, en temps normal, ne comptaient que jusqu'à 3, et certains même que jusqu'à 2 pour plus de sécurité. Et puis, quand il s'agissait de compter les œufs, eh bien, on ne pouvait pas savoir, parce que celui qui les comptait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, obligatoirement répondait. Il fallait qu'il y en ait un autre qui passe derrière pour recompter, lequel à son tour, etc., etc., etc. Quand ils eurent pondu suffisamment d'œufs, alors ils les équipèrent et attendirent patiemment qu'ils éclosent et veuillent bien partir conquérir la Terre. Les Shadocks ont pondu de grandes quantités d'œufs en arrivant sur la Terre. Ils attendent patiemment qu'ils éclosent pour partir conquérir la planète. Mais il y avait un inconvénient. C'est que les Shadocks, comme vous le savez, pondaient des œufs en fer. Ils avaient trouvé ça astucieux étant donné que, comme ils avaient de trop longues pattes, les œufs ordinaires se cassaient. D'un côté, les œufs en fer, évidemment, c'était pratique, mais d'un autre côté, pas tellement. Car non seulement ils ne se cassaient pas, mais ils ne se cassaient pas du tout. Si bien que, quand l'œuf était mûr, en quelque sorte, le Shadock qui était dedans ne pouvait pas sortir. Il fallait avoir une clé. Et leur clé à eux, ces imbéciles-là l'avaient oubliée chez eux. C'était un spectacle vraiment affligeant de voir ces pauvres bêtes qui, pendant des générations et des générations, s'étaient donné tant de mal pour réussir à pondre des œufs incassables, s'en donner maintenant 1000 fois plus pour essayer de les casser. Vraiment, ça faisait pitié. Les œufs, naturellement, ne cassaient pas, mais le plus souvent, malheureusement, il faut l'avouer, c'était le Shadock à l'intérieur qui se cassait. Alors, au lieu de couver leurs œufs normalement comme vous l'auriez fait vous et moi, les Shadocks les mettaient à rouiller. Mais ça prenait pas mal de temps. Et souvent, le Shadock était déjà très vieux quand il sortait. Et ça valait vraiment plus la peine. Les gibis passent tranquillement leur temps à peindre les arbres et à chanter. Les Shadocks, tant bien que mal, se sont multipliés et partent envahir la Terre. Les Shadocks avaient entendu dire que la Terre était ronde. Alors, ils avaient fabriqué des engins exprès pour. Mais la Terre, en fin de compte, n'était pas tellement ronde que ça. Ou bien, dans certains cas, elle était ronde, mais dans l'autre sens. Et ça ne leur simplifiait pas les choses. Ils n'avaient pas peur, mais ils étaient prudents parce que l'ennemi, évidemment, ils ne savaient pas du tout quelle tête il avait. Les gibis les voyaient, mais ils se disaient « Ne nous cassons pas trop la tête, laissons-les venir, avec les Shadocks, on ne sait jamais. » Mais ils avançaient, intrépides,
Et un jour, ils virent l'ennemi. C'étaient des arbres, tout simplement, ou des bouts de cailloux qui dépassaient. Mais les Shadocks n'étaient pas habitués. L'ennemi, bien sûr, ne bougeait pas, mais c'était une ruse, évidemment, ils pensaient. Alors, les Shadocks, beaucoup plus rusés, se déguisaient en ennemis et bougeaient encore moins. Ils attendaient le temps qu'il fallait, et quand l'ennemi s'y attendait le moins, hop, ils sautaient dessus et le faisaient prisonnier. Le jeu pouvait durer assez longtemps, d'autant plus que dès que les vaillants Shadocks avaient le dos tourné, certains ennemis perfides en profitaient pour repousser. Alors les gibis virent qu'il y avait encore de beaux jours à passer sur la terre, tant qu'il y aurait des arbres et des petits cailloux pour tenir les Shadocks occupés. C'était il y a très longtemps. En ce temps-là, il y avait la terre. D'un côté de la terre, il y avait les gibis qui passaient tranquillement leur temps à peindre la campagne et à chanter. De l'autre côté de la terre, il y avait les Shadocks qui passaient leur temps à guerroyer contre les arbres et les petits cailloux. Et tout le monde, apparemment, était content. Au début de notre feuilleton, nous vous l'avions promis, les Shadocks et les gibis devaient arriver sur la terre. Eh bien, les y voilà. Et notre histoire pourrait s'arrêter là. Comme dans les belles histoires, on finirait en disant qu'ils furent heureux et qu'ils vécurent longtemps. Mais ça serait vraiment trop abusé de votre crédulité. Car pour ne rien vous cacher, c'est juste au moment où notre feuilleton allait s'arrêter que les vrais embêtements pour les uns comme pour les autres allaient commencer. Figurez-vous qu'un jour, les vaillants Shadocks s'apprêtaient comme d'habitude à livrer bataille à un ennemi très supérieur en nombre, et ils sonnaient du corps pour l'effrayer. Et puis, tout à coup, c'était la bête, la terrible bête qui en ce temps-là régnait sur la terre. Et les Shadocks, ces imbéciles-là, l'avaient réveillée. Elle répondait, la bête, au joli nom de Gégène, ou à n'importe quel autre nom d'ailleurs, mais en général, il valait mieux pas l'appeler. Quand on vous disait que les vrais embêtements allaient commencer, vous vous rendez bien compte que ce n'était pas uniquement une façon de parler. Alors, notre histoire finira plutôt comme ceci. C'était il y a très longtemps. En ce temps-là, il y avait la terre. D'un côté de la terre, il y avait les gibis. De l'autre côté de la terre, il y avait les Shadocks. Entre les deux, il y avait Gégène, la bête qui les embêtait. Les Shadocks et les gibis virent bien au bout d'un certain temps qu'ils ne pourraient pas vivre longtemps sur une terre avec un Gégène comme ça. Alors ils décidèrent les uns et les autres d'aller sur la Lune, qui n'avait pas de Gégène du tout.